Donc bonjour, voici une troisième présentation destinée aux patients atteints de sécheresse buccale dans le cadre d'un Sjögren pour mieux comprendre les moyens à mettre en place et les connaissances à avoir pour mieux vivre avec une bouche sèche. Donc je suis le docteur Marjolaine Gosset, je suis dentiste à l'hôpital Charles-Foix à Ivry-sur-Seine et donc j'ai une consultation depuis pas mal d'années avec le docteur Decube destinée aux patients atteints de sécheresse buccale et je partage avec vous les expériences qu'on a pu avoir avec nos patientes. Donc tout d'abord, il existe des recommandations pour une bonne santé bucco-dentaire qu'il me paraît pertinent de connaître, qui ont été ici résumées par l'Union française pour la santé bucco-dentaire et reprises dans un certain nombre de documents issus de la Haute Autorité de Santé, qui sont que pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, il est nécessaire d'avoir au moins 2 brossages par jour, le matin et le soir pendant 2 minutes au moins, avec un dentifrice fluoré, qu'il est nécessaire de nettoyer entre ses dents avec du fil dentaire ou des brossettes avant ou après le brossage, de réaliser au moins une visite par an chez le dentiste dès l'âge d'1 an et lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique, c'est au moins 2 fois par an, et d'avoir une alimentation variée et équilibrée. En complément, il y a des attitudes qui sont également recommandées, comme la mastication d'un chewing-gum sans sucre après chaque prise alimentaire et l'utilisation d'un bain-de-bouche sans alcool comme complément d'hygiène, notamment pour avoir des effets plus importants en termes de contrôle de plaque lorsqu'on a des difficultés à avoir les gestes mécaniques de contrôle de plaque. Donc finalement, on va revoir un petit peu ces éléments et les adapter dans le cadre de la pathologie du Sjögren lorsqu'on a une sécheresse buccale. En ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire, il existe également au sein de la filière d'autres animations qui permettent de voir comment en vidéo se brosser les dents. Ici, j'en résume des éléments essentiels. Vous avez ici représenté l'utilisation de la brosse à dents dite manuelle. On va en voir les caractéristiques après. Où on voit que lorsqu'on va vouloir se brosser les dents avec une brosse à dents manuelle, la technique de brossage recommandée ici en France va toujours être de brosser de la gencive vers la dent, c'est-à-dire du rose vers le blanc. Donc de haut en bas pour l'arcade maxillaire, c'est-à-dire les dents du haut, et de bas en haut pour l'arcade mandibulaire, c'est-à-dire les dents du bas. Lorsqu'on va brosser, il va falloir penser à brosser l'ensemble des dents, du côté des joues, de la dernière dent d'un côté à la dernière dent de l'autre côté, mais également du côté interne, du côté du palais ou du côté de la langue pour l'arcade mandibulaire. Ce mouvement va devoir être progressif, on va brosser 2 ou 3 fois le segment de dents avant de avancer peu à peu en direction antérieure pour balayer l'ensemble de la surface buccale, en tout cas des dents et de la gencive des patients. Il faudra choisir l'anatomie de sa brosse à dents de telle sorte qu'elle puisse se poser à l'intérieur des dents mandibulaires sous un axe vertical ou horizontal comme c'est représenté ici sur les autres photos. Cette brosse à dents doit donc avoir une tête compacte. Contrairement à ce qu'on pense, plus la tête est petite, mieux on arrivera à la diriger partout dans la bouche. Il faut avoir une brosse à dents qui a des poils souples. Avoir des poils durs, certes lorsqu'on brosse, va permettre d'être plus efficace sur les zones qui sont touchées, mais elle pourra moins se déformer pour rentrer dans toutes les circonvolutions et dans toute l'anatomie de la dent. Et en plus, elle va créer plus d'usure et plus fragiliser la dent et la gencive et favoriser des pertes de substance. Donc on préfère des poils souples, voire ultra souples, et très denses en quantité. On aime bien les extrémités arrondies ou effilées qui permettent également de mieux épouser les formes des dents et un manche ergonomique pour assurer une bonne préhension. Tout ça, ce sont les caractéristiques des brosses à dents manuelles, telles qu'elles ont été éditées par certaines sociétés en recommandation. Il existe des caractéristiques à peu près similaires pour les brosses à dents électriques, mais vous pouvez voir que sur le marché, il y a quantité de brosses à dents électriques et de modèles. On pourra distinguer 2 grands types de brosses à dents électriques, celles qui sont dites soniques et qui vont vibrer, dont les formes de tête de brosse à dents peuvent être similaires et vont s'utiliser selon la même méthode de balayage de la gencive vers la dent. Et il existe les techniques de brossage qui vont être dites oscillo-rotatifs. On va avoir des têtes rondes qui vont tourner sur elles-mêmes et osciller, où là on n'a plus besoin de faire le mouvement de rotation, mais on va laisser la brosse à dents balayer sur les dents en comptant environ 3 secondes par face de dent.
L'avantage des brosses à dents électriques, c'est qu'elles ont un emploi plus facile puisqu'elles ont un petit mouvement autonome, que le brossage est plus rapide. Normalement, c'est 2 minutes avec une brosse à dents électrique, 3 minutes avec une brosse à dents manuelle. Cependant, c'est comme une voiture, qu'on parte en Twingo ou en Porsche, on peut arriver à Berlin, ça dépend le temps qu'on veut mettre et ça dépend la technique. On peut brosser avec les deux de façon efficace. La comparaison est sommaire, mais il faut vraiment se dire que c'est l'emploi qu'on en fait qui permet que ça marche. Une chose qui est très importante, c'est que brosser les dents ne permettra jamais d'atteindre ces espaces qui sont entre les deux dents. Ces zones qu'en dentisterie, on appelle le brossage interproximal entre deux dents. Pour l'atteindre, on pourra utiliser soit du fil dentaire, soit des brossettes interdentaires. Le fil, on va le conseiller chez les patients assez jeunes lorsque la brossette ne peut pas passer. Il faut prendre du cil de préférence ciré et fluoré que l'on pourra passer avec des mouvements de frottement doucement pour traverser le point de contact des dents et pénétrer dans cet espace sans s'enfoncer violemment sous la gencive et ce qui peut être traumatique. Les brossettes interdentaires vont avoir un autre emploi. Ces brossettes, vous avez ici un schéma où on voit une petite tige de métal qui porte des poils et qui vise à épouser l'espace entre les dents pour bien nettoyer cette zone, ce qui permettra de nettoyer la plaque dentaire pour prévenir les problèmes de gencives et les problèmes de caries. Il faut aller voir votre dentiste pour choisir les bonnes brossettes interdentaires parce qu'il en existe beaucoup de marques. Elles ont chacune des codes couleurs différents et des façons de mesurer les brossettes différentes. Voyez ici que la plus petite de cette marque est rose et a un diamètre qui est plus petit que cette marque, qui est violette et qui est la plus petite de cette seconde marque. Cependant, l'idée, quand on passe une brossette, c'est qu'elle puisse rentrer dans cet espace avec une légère pression, mais sans trop forcer, qu'elle puisse tenir à peu près droite si on la lâchait et qu'en faisant des mouvements d'aller-retour, on puisse nettoyer cet espace interdentaire. Ce brossage interproximal est à réaliser absolument en complément du brossage dentaire puisque la brossette passe là où la brosse à dents ne passe pas. Et donc, elle est nécessaire pour compléter le brossage de la brosse à dents. Enfin, l'hydropulseur est quelque chose qui n'est pas efficace pour éliminer la plaque dentaire qui reste accumulée au niveau des dents, mais qui peut apporter du confort pour enlever des aliments. Et donc, si vous en avez un, vous pouvez le conserver, mais je ne vous propose pas forcément d'aller en acheter un pour votre santé bucco-dentaire. Un point qui est très capital lorsqu'on a une sécheresse buccale, c'est qu'il va falloir réfléchir à la quantité de fluor, qui est vraiment le produit qui permet de prévenir la carie dentaire au niveau mondial et qui a prouvé son efficacité. Le fluor va avoir une action topique, locale, au niveau de la bouche et ne devra pas être avalé. Ce fluor, il va être véhiculé avant tout par les dentifrices. Les dentifrices, vous les achetez soit en supermarché, soit en pharmacie ou en parapharmacie. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la quantité de fluor qui va être présente dans un dentifrice et qui s'évalue en ppm va conditionner son efficacité. Plus la quantité augmente, plus l'efficacité en termes de la réduction du nombre de caries est importante. Sauf qu'il existe un seuil à partir duquel la quantité de fluor fait passer le produit comme un médicament. Autrement dit, pour avoir des grosses quantités de fluor dans un dentifrice au-delà de 1500 ppm, particules par million, qui est le dosage de fluor, vous devrez aller en pharmacie, c'est ce qui est conseillé lorsqu'on a une sécheresse buccale. Là, vous pourrez avoir accès à des dentifrices qui sont à 2500, 5000, voire 13 500 ppm, alors que la majorité des autres dentifrices que vous trouvez en supermarché sont à 1450 ppm et ne sont pas forcément suffisamment dosés dans vos situations. Il existe un autre possible apport de fluor qui va être à travers des gouttières de fluoration, qui sont des gouttières réalisées par le dentiste, qui devront recouvrir les surfaces dentaires jusqu'à recouvrir la gencive et qui devront être chargées avec un gel de fluor pour être portées au moins une fois 5 minutes par jour. Il existe un gel qui est remboursé par la sécurité sociale qui s'appelle le fluogel à 20 000 ppm. Si au niveau du goût, l'observance est trop difficile, vous pouvez revenir vers un dentifrice fluoré pour réaliser ces gouttières de fluoration et les porter en termes de prévention. C'est vraiment ce qui est recommandé dans le plan national de soins pour les patients atteints de sécheresse buccale.
Il n'est pas toujours facile de savoir la quantité de fluor sur un tube de dentifrice, donc voici un exemple. Ici, vous voyez, c'est écrit 1450 mg. 1 mg équivaut à 10 ppm, donc ça veut dire que c'est un dentifrice à 1450 ppm. Et vous voyez aussi qu'une marque peut avoir des dosages différents, puisque ici, je vous l'ai cité également à 2500. Donc il faut bien regarder les produits pour trouver la quantité de fluor. Certains dentifrices n'en ont pas. De plus, il existe d'autres éléments qui peuvent être importants dans le cadre d'une sécheresse buccale. Quand on a une gencive et une bouche sèche, on peut mal supporter certains dentifrices qui sont irritants. Et on peut regarder sur le paquet s'il y a présence de lauryl-sulfate, qui est un agent chimique qui est parfois un peu irritant. Il existe d'autres gammes sans lauryl-sulfate. Il existe également d'autres goûts alternatifs à la menthe qui permettent de mieux supporter les dentifrices. Enfin, il va falloir également éviter toutes les formules dites blancheur, parce que lorsqu'une formule est dite blancheur, c'est qu'on veut retrouver l'éclat de la dent. Et pour le retrouver, on va le frotter avec quelque chose qui est plus abrasif, un dentifrice qui contient des particules qui vont plus frotter la dent. Et donc, il faut éviter ces formules pour éviter de trop user les dents, ce qui arrive dans le cas des bouches sèches. Deuxième point qui est très important, c'est le contrôle de l'alimentation. J'ai pris ces deux schémas qui me paraissent très éloquents pour montrer quelles sont les conséquences de la façon dont on s'alimente et notamment de la fréquence de l'alimentation. Ici, c'est le pH qui représentait donc l'acidité de la bouche, avec un seuil à 6. Lorsque l'acidité passe en dessous de 6, on a un risque carieux qui est augmenté, donc un risque d'avoir des caries. Si on fait des repas très ponctuels, petit déjeuner, repas, dîner, on va avoir un événement qui est précis et qui pourra être contrôlé par le brossage après pour limiter cette baisse de pH dans le temps. Si on grignote, on va multiplier les événements où on va se présenter dans une condition de risque de carie par diminution du pH et on contrôlera moins ces événements puisqu'on ne se brossera pas les dents à chaque fois après. Ce qui signifie que pour prévenir la carie dentaire, il faut éviter les grignotages, éviter également les apports de pastilles et de bonbons avec sucre tout au cours de la journée. Et après les repas, si on ne peut pas se brosser les dents, on peut utiliser de préférence un chewing-gum sans sucre pour remonter le pH salivaire sans aller se brosser les dents trop de fois dans la journée. Au-delà de 3 fois dans la journée, on a un risque d'usure de la dent par trop de frottement par le brossage. Autre élément important pour l'alimentation, ce sont les acides. Lorsqu'on a une bouche sèche, on peut avoir tendance à s'orienter par exemple vers du citron pour saliver. Or, tout ce qui est acide va avoir tendance à faire fondre la dent. Et fondre la dent, c'est le phénomène d'érosion chimique que nous avons vu dans les autres PowerPoints. Ici, vous avez le seuil à partir duquel le pH va devenir trop acide et aura tendance à faire fondre la dent. Et on peut voir que les sodas ou les jus d'orange sont très très bas en acidité. Tandis que d'autres aliments vont être intéressants parce que eux sont plutôt neutres et basiques et permettent de reminéraliser et donc de renforcer la dent qui a été attaquée par les acides alimentaires. D'un point de vue comportement de santé, ceci signifie qu'il faudra réduire la fréquence de prise de boissons acides, de soda, et ne pas, par exemple, prendre un jus de citron le matin seul ou prendre de l'eau citronnée au cours de la journée pour saliver. Et que lorsqu'on prendra des acides, parce qu'on a le droit de manger, il faut manger des fruits et légumes et notamment des agrumes, on pourra intervertir la prise de cet acide par rapport à d'autres produits. Par exemple, prendre son jus d'orange, puis prendre un verre de lait après. Ou prendre son verre de jus d'orange, puis se rincer la bouche avec une eau riche en bicarbonate de soude. Et en plus, il faudra éviter de se brosser les dents immédiatement après la prise d'un acide parce que vous aurez attaqué la dent avec l'acide qui va la fragiliser et lorsque vous la frottez avec la brosse à dents, vous amplifiez les effets. Donc on attend généralement 30 minutes avant le brossage de dents. Il ne faut pas également oublier que dans la bouche, il n'y a pas que les dents, il y a donc les muqueuses, le parodonte qu'on a également vu. Et la santé de ces muqueuses, de ce parodonte, de la langue, elle va être également dépendante de l'équilibre alimentaire et des vitamines, par exemple, qui vont être apportées par l'alimentation. Et ainsi, les recommandations du plan national nutrition santé, qu'on le connaît comme important pour la santé générale, auront bien entendu des conséquences au niveau de la santé des muqueuses et du parodonte. Et l'équilibre alimentaire permettra de contribuer à cette santé. Autre point extrêmement important, il faudra avoir des apports en eau. Généralement, les patients ont souvent une petite bouteille d'eau, ce qui est très bien, de tout le temps hydrater. Et hydrater en buvant de l'eau continue en journée avec un volume qui peut aller jusqu'à 2 litres d'eau par jour, en plus d'autres boissons qu'on pourra prendre. Il ne faut pas l'oublier, notamment là, avec l'âge,
toute personne, quelle qu'elle soit, va avoir moins de sensation de soif et donc va généralement réduire sa quantité d'eau. Et donc il va falloir boire tout au cours de la journée, particulièrement pour les personnes âgées. Certains patients nous rapportent également que l'utilisation d'eau pétillante homemade, c'est-à-dire fait maison, avec certaines marques à domicile, permettent d'enrichir l'eau de gaz carbonique, évitant de rajouter des sels qui sont présents dans d'autres eaux pétillantes du commerce, mais en apportant une petite sensation piquante qui est agréable lorsqu'on a une bouche sèche. On pourra également procéder à un automassage des glandes salivaires pour stimuler le flux salivaire, et vous avez également des tutos présents sur la filière pour ces éléments-là. Ou vous pouvez avoir accès également aux prescriptions de pilocarpine qui sont souvent réalisées par les médecins, mais peut-être par les dentistes, en préparation magistrale ou pharmaceutique, mais avec des doses croissantes, qui peuvent, chez certains patients, augmenter le flux salivaire dans la bouche, tout en ayant des effets indésirables contrôlés. Enfin, il existe beaucoup de lubrifiants oraux dont les effets peuvent être variables en fonction des patients, donc c'est vraiment à vous de tester et d'évaluer s'ils vous sont utiles ou pas, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, avec des formes très différentes, comme ces pastilles de xylitol, qui est un sucre qui n'induit pas de carie et qui va fondre dans la bouche après avoir été adhérent au niveau des dents ou des muqueuses et qui stimule le flux des glandes salivaires. Il existe également des sprays ou des lubrifiants oraux sous forme de gel qu'on peut utiliser par exemple avant une prise de parole lorsqu'on travaille ou avant de dormir pour essayer de limiter les réveils nocturnes. Enfin, on souhaitait partager avec vous d'autres conseils, notamment pour la prévention des candidoses. Le fait de faire des rinçages avec du bicarbonate de soude qui est alcalin peut prévenir le développement des candidoses, ce qui est particulièrement important et intéressant lorsqu'on porte des prothèses amovibles totales, où l'irritation et la modification du microbiote peut favoriser ces candidoses. Il faudra également penser à bien frotter ces prothèses après chaque repas et les désinfecter 2 fois par semaine pour éviter ces candidoses. Le port de ces prothèses pourra également être favorisé en utilisant le lubrifiant oral au sein de ce qu'on appelle l'intrado, c'est-à-dire la partie interne de la prothèse qui est collante à la partie buccale. Et en ce qui concerne les aftes, qui peuvent être également plus retrouvés chez les patients qui ont des sécheresses buccales parce qu'il y a un problème de frottement, comme ce n'est pas lubrifié, la muqueuse glisse moins sur les dents et se blesse avec les dents. Il n'y a pas de choses pour accélérer la cicatrisation, mais des choses qui peuvent éviter les surinfections et améliorer le confort. On peut conseiller par exemple le gel de xylocaïne visqueuse, qui est un petit anesthésique qu'on appliquera uniquement localement au niveau de l'aft pour permettre de mieux supporter l'alimentation. Attention de ne pas l'avaler parce que ça anesthésie le carrefour aérodigestif et ça peut entraîner des fausses routes. On propose également du gel de chlorhexidine, qui peuvent être des petits antiseptiques qu'on va poser localement pour éviter les surinfections. Ou des pansements. Finalement, un aft, c'est comme une ampoule. On va le protéger en mettant un pansement. Ce pansement, on ne pourra pas le scotcher, mais il existe des petits gels qui peuvent se réticuler au-dessus de la plaie pour créer un petit coussin protecteur et limiter les frottements et soulager ainsi le patient. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par ces sujets, de regarder sur le site de l'Association française des patients atteints de Gougerot-Sjögren. Nous avions édité par le passé une fiche spéciale pour comment prendre soin de sa bouche lorsqu'on est atteint d'un syndrome sec. Et il existe également des sites internet qui sont destinés aux patients, pas spécifiquement les patients atteints de sécheresse buccale, mais sur lesquels vous pouvez retrouver des tutos ou des informations intéressantes, issues de l'Union française de la santé bucco-dentaire qui s'appelle Ma bouche, ma santé, ou la Société française de parodontologie et implantologie orale, plus ciblée sur les gencives et les implants dentaires. Et je vous remercie pour votre écoute.